Je suis découvert comme un imposteur. Ça y est, c'est fini. Ça y est, ma carrière est finie, c'est terminé, je vais finir sous les ponts, enfin bref, tout ce que tu veux. Et là maintenant, non, tu vois, je me dis ok, effectivement, voilà, très bon point, merci, et puis on continue quoi. Aujourd'hui, syndrome de l'imposteur. Bienvenue sur le podcast Discussion d'ingénieurs. Nous sommes aujourd'hui avec Benoît qui a 10 ans d'expérience. Il est ingénieur, on se connaît bien puisqu'on sort de la même école. Et on parle donc de syndrome de l'imposteur, mais aussi de comment monter en compétences rapidement, gagner en légitimité et comment faire pour réussir à s'intégrer, à ne pas avoir ce complexe de l'imposteur lorsque l'on arrive dans une équipe et qu'on n'est pas la personne la plus technique. Je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en étant bienveillant sur YouTube ou à mettre une note de 5 étoiles sur les plateformes de podcast parce que ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité. Merci beaucoup et très bonne écoute à vous. En fait, c'est juste une question de perception, tu vois. Moi, j'ai l'impression de me dire, voilà, je suis dans le syndrome de l'imposteur encore maintenant, par moment. Donc, du coup, je me sens comme, il faut que je fasse semblant d'être expert. Alors qu'en fait, j'ai quand même vachement travaillé, je connais mes sujets. Mais voilà, il y a toujours ce truc je suis pas le plus légitime sur un sujet, je suis pas le plus fort, je pourrais être mis en défaut. Ça se trouve, ça m'est même arrivé de me dire, je fais une présentation sur un sujet, mais la personne qui est en face de moi, ça se trouve, elle en sait davantage. Bon bah. Il se passe quoi alors ? Il faut. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne ? Ça s'est bien passé en fait. Je pense que, j'étais déjà dans cette approche et qui est vachement importante là-dedans, c'est de se dire, les gens sont pas là pour te mettre en difficulté, en général. Les gens sont là pour que ça se passe bien, et du coup, tant que tu es au clair avec ton rôle justement. Enfin moi, mon rôle en ce moment, c'est de faire de l'inspiration en quelque sorte. Et de l'acculturation sur des sujets. Voilà, on va y revenir. Je ne me présente pas réellement comme l'expert qui sait tout. Juste comme un sachant sur un sujet, je suis là pour en parler. Et en fait, finalement, s'il y a même d'ailleurs quelqu'un qui en sait même plus que moi, j'en profite finalement. Ça m'apporte plus qu'autre chose. Et lui, quand t'a dit quelque chose qu'il connaissait déjà et qui était peut-être incomplet ou dont il connaissait plus, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il t'a apporté des informations supplémentaires ou il a râlé ou... C'était plutôt genre, j'avais une présentation où justement volontairement j'allais un petit peu, j'allais pas trop loin dans le détail parce que je savais que j'avais un auditoire qui était assez novice, mais dans le lot, t'en as toujours un ou deux qui sont passionnés sur le sujet, surtout en plus, l'intelligence artificielle en ce moment, c'est tellement partout dans les médias et c'est tellement intéressant que il y a plein de gens qui du coup connaissent bien les derniers trucs, et du coup c'était plutôt ah ouais mais en fait il y a ça, t'en parles pas, et effectivement il m'a parlé de choses que je connaissais pas. J'ai su quand même faire un petit revers derrière en disant oui mais tu sais il y a ça qui existe, ça, et j'ai aussi appris des choses, mais c'était donnant et finalement c'était un échange assez enrichissant. Donc tant qu'on est ouvert et qu'on ne se décompose pas aussi, parce que je pense qu'il y a un truc aussi de ce que tu véhicules en termes de confiance en toi, tu vois. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais été je me serais un peu décomposé devant ça en me disant mince, ça y est, je suis découvert comme un imposteur. Ça y est, c'est fini. Ça y est, ma carrière est finie, c'est terminé, je vais finir sous les ponts, enfin bref, tout ce que tu veux. Et là maintenant, non, tu vois, je me dis ok, effectivement, voilà, très bon point, merci, et puis on continue quoi. Et c'est arrivé 2-3 fois et ça se passe toujours bien. C'est vraiment une question d'attitude, je pense. Ouais, après ça se gagne avec les années, ça en général, Oui. Ouais. Justement ça peut faire axer peur le syndrome de l'imposteur quand on commence. Même maintenant, je l'ai toujours à certains moments. Tu te retrouves, on va en parler un peu après sur la position de manager, tu te retrouves dans des situations où tu fais bon, pourquoi moi quoi ou... Ah ouais, c'est à moi de répondre là, d'accord. C'est sûr que quand on a cette tendance-là de base, c'est toujours un peu là. On trouve des moyens, on se convainc que... puis aussi, il y a des choses qui... plus on les fait et plus on a confiance dans notre capacité à les faire. Donc pour revenir sur
ton expérience au départ et juste te présenter rapidement aux viewers. Toi, tu as une dizaine d'années d'expérience et tu es ingénieur. Ouais. On sort, Tu sais bien d'ailleurs. on sort de la même école, on a fait un stage ensemble, stage ouvrier, palpitant, Effectivement. et un projet même de fin de première année qui était intéressant. Mais tu as une carrière donc, très différente puisque tu es resté en France et tu es parti tout de suite dans le métier du conseil. Voilà, effectivement. Et ce qui est intéressant, ce qui a fait on s'est dit qu'on allait faire ce podcast, c'est lorsque on s'était vu il y a quelques années pour Catch Up à Paris, tu étais dans des émissions plus, on va dire, techniques à l'époque. Je sais plus sur quoi je travaillais à l'époque, mais... Tu étais plus dans le développement à ce Ouais, moment-là. je pense que ouais, je faisais du développement front-end à ce moment-là. Ouais. Ouais. Donc vraiment, par définition, c'est plus dur d'avoir un syndrome de l'imposteur quand tu fais du front-end parce que tu développes, ça a été dedans, tu es dans le dur. Ça se voit. D'ailleurs, justement, c'est même quelque chose que j'aime bien aussi, c'est que comme tu vois tout de suite le résultat de ce que tu as fait, bah, tu as une sorte de... pas de sécurité, mais... bah, voilà, on voit tout de suite, il n'y a pas de doute. Ton travail parle pour toi. Voilà, c'est ça. Et là, on a re-catch up la semaine dernière. Et tu me dis que tu es passé par les cases blockchain et AI générative. Et je fais ah ouais, ok. Effectivement, oui. Puis en plus, voilà, comme on disait, ça accroche l'oreille parce que c'est des sujets dont on parle beaucoup en ce moment. Et oui, voilà, effectivement, c'est au cours de ces dernières années. Et en fait, depuis le début de ma carrière, en fait, donc en 9 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup changé à la fois de sujets techniques, de sujets métiers, puisque en tant que consultant, on intervient auprès d'entreprises qui ont chacune leur métier, hein, que ce soit de l'industrie, de l'assurance, de la technologie, etc. Et aussi du coup de technologie, puisque voilà, j'ai fait du développement front-end, j'ai fait des smart contracts à l'époque où la blockchain était un peu plus à la mode. J'ai fait un petit peu de tout, du back-end, de l'architecture, et là en ce moment de l'IA générative. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de sujets en peu de temps, et surtout, en ce moment, une bonne partie de mon travail, donc il y a une partie de mon travail qui est la gestion de projet, et il y a une partie de mon travail qui est d'animer des séminaires, des ateliers, des présentations d'inspiration, d'acculturation sur l'intelligence artificielle et en particulier les intelligences artificielles génératives, dont ChatGPT, Midjourney, dont on entend déjà beaucoup parler en ce moment. Alors, question que pourrait se poser un viewer, parce qu'ils sont relativement jeunes en général, on va dire entre 20 et 25 ans, plutôt ingénieurs aussi. Pourquoi tu as besoin de quelque chose d'inspirant sur les IA génératives Parce que eux, comme sûrement toi et moi, on est dans le bain, je veux dire, on entend parler tout le temps. Ouais. Il y a encore des gens qui n'en ont pas entendu parler? Alors, qui n'en ont pas entendu parler, non, mais qui en ont entendu parler de loin, déjà beaucoup plus. Et aussi, il y a beaucoup de... Parce que ces sujets-là, en plus, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de réserves aussi. Si tu veux, tu as beaucoup de personnes, et j'allais dire d'un certain âge, mais je pense que ce n'est pas qu'une question de génération, mais qui sont très réticents à aller vers ces technologies-là, parce qu'ils sentent une menace pour leur emploi, pour la société en général. Ça, c'est un discours qu'on a classiquement. On l'a pour toutes les technologies, donc y compris l'intelligence artificielle puissance 1000. On va devenir dépendant de cette technologie, voire même, il y en a qui sont un peu dans un délire de Terminator, où ils vont nous contrôler et tout. C'est intéressant de faire de la sensibilisation là-dessus. Il y en a aussi qui vont avoir un peu un discours critique en disant c'est juste un gadget, et comme plein d'autres trucs, voilà, c'est à la mode en ce moment, mais l'année prochaine, on n'entendra plus parler. Et là aussi, c'est intéressant de leur faire comprendre que il y a un peu plus que juste, oui, si on regarde ChatGPT, quand on entend parler dans la presse, c'est en ce moment, par exemple, c'est le bac de philo, il y a quelques jours. Possible. Et du coup, voilà, les gros titres, Le Figaro, on a demandé à ChatGPT de répondre au sujet de philo, et c'est pas terrible. Bah oui, d'accord, mais enfin, ChatGPT, ça sert pas que à ça. Puis ChatGPT, c'est juste
le bout de l'iceberg de toutes ces technos-là. Donc forcément, des gens qui lisent les journaux et qui voient, bon, soit ils se disent, ça nous menace, ça va détruire l'humanité, ou alors ça sert à rien. Et bon, il y en a d'autres aussi, c'est encore une autre vision des choses, qui se disent, ce truc-là, ça va changer l'histoire, ça peut tout faire, et qui s'imaginent des délires aussi de choses complètement, enfin, de science-fiction, où on n'en est pas encore, donc pas encore là. Donc voilà, il y a de l'inspiration pour convaincre les gens que ça a du sens, et puis de la sensibilisation, de la responsabilisation sur, voilà, il y a des limitations, voilà ce qu'on peut faire. Et donc ton audience, les personnes auxquelles tu présentes ça dans le cadre de ton travail, ça va être quel type de personnes par exemple? Ça va ranger de quoi à quoi comme type de profil plutôt? Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment tout, mais en ce moment, c'est pas forcément des gens qui sont très techniques. Enfin, ça peut arriver, mais c'est plutôt, oui, des gens qui sont dans des postes de directeur et qui ont besoin quand même pour leurs décisions stratégiques, de savoir un peu les choix technologiques s'inscrivent dans une stratégie pour leur service, pour leur entreprise. Donc toi, tu arrives, tu parles avec des directeurs, et puisque la thématique de notre discussion, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, à quel moment tu arrives à dire que tu es légitime à le faire, et à quel moment tu te dis, qui suis-je pour en parler, parce que je n'ai pas un PhD à Oxford, et je n'ai pas travaillé depuis 10 ans dans l'IA générative, et comment ça s'est goupillé pour toi, ce passage? Même si je ne travaille pas dans l'intelligence artificielle depuis 10 ans, hein, ça fait pas si longtemps que ça finalement, ça fait quand même pas mal d'années que je gravite autour de l'innovation quand même. Parce que voilà, comme je disais, il y a quelques années, c'était sur de la blockchain. Ce qui reste très différent quand même. Non, mais ça reste complètement différent. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, justement, je me rappelle, je faisais du développement, j'utilisais un framework qui s'appelait Hyperledger, qui en était genre, ça faisait que 1 an que le truc existait. Vraiment, on en était au niveau de découverte, genre on postait quand on allait chercher sur Stack Overflow, quand on avait un problème, on trouvait rien qui datait de plus de 2-3 semaines. Vraiment, on était parmi les premiers sur le sujet. Donc je pense que j'ai quand même, de manière générale, une aptitude à assez rapidement m'adapter à des nouveaux sujets et à chercher un petit peu ce qui se fait de nouveau. Et là, en plus, comme c'est des technologies, là encore, où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent et il y a vraiment de l'innovation toutes les semaines, justement, nos supports de formation et de présentation, on doit vraiment les changer très très souvent. C'est pas juste t'as ta présentation et puis tu la tournes comme ça, tu la déroules à chaque fois, c'est la même. Non, là vraiment, il faut qu'on se mette à jour parce que ça change très très vite et ça change tous les jours. Et je pense qu'à ce niveau-là, voilà, j'ai quand même cette capacité-là et puis j'ai quand même aussi un background technique dans l'informatique qui fait que je comprends quand même. J'ai les bases, quoi. Non, bien sûr, et tu m'avais parlé juste avant en off du skill, de la capacité justement à développer une expertise rapidement, en tout cas à développer une connaissance plus ou moins approfondie, pas forcément une expertise comme justement quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, mais une connaissance de certains sujets, comment est-ce qu'ils marchent entre eux. Tu as des astuces là-dessus sur comment tu t'y prends pour rechercher un sujet quand on te dit, voilà, ça y est, tu vas te mettre sur les IA génératifs, tu as entendu parler, tu as peut-être joué avec. Comment tu t'y es pris au départ pour gagner en compétences assez rapidement? Déjà, faire ses recherches et lire un maximum de documentation, je pense qu'on est un peu obligé de passer par là. Mais je suis plus du genre à chercher plein de façons différentes de m'expliquer la même chose et de combiner justement, de lire un maximum, même si c'est des choses qui vont être un petit peu redondantes, mais qui vont avoir chacune leur angle, pour vraiment, c'est un peu la répétition qui fait l'apprentissage, pour vraiment être sûr que je comprends tous les aspects. Ça, c'est une partie.
Et une autre partie aussi, là encore, j'ai l'impression de dire des banalités, mais c'est hyper efficace, c'est de se retrouver le plus tôt possible dans une position de faire une présentation sur un sujet. En fait, la manière la plus rapide pour moi de me former sur un sujet et de commencer à me sentir légitime pour en parler, c'est de me retrouver dans une situation où je dois en parler. Et là, j'ai justement la chance d'avoir beaucoup d'occasions de présenter ces sujets. Et du coup, en fait, à chaque fois, je me refais quand même une préparation. Je me mets dans la situation, bon, bah voilà, je suis face à quelqu'un qui a telle problématique, tel métier, etc. Et je m'imagine un peu les questions qu'il va me poser. Et je me dis, bah mince, s'il me pose cette question-là, je ne vais pas savoir quoi répondre. Et du coup, je complète, je bouche les trous, etc. Et progressivement, on se construit une légitimité, une aisance surtout. Parce qu'on sait que, voilà quoi, on sait répondre. Et si de temps en temps, bah, y a une question à laquelle on n'a pas la réponse, ça arrive. Il faut aussi dédramatiser ça, ça arrive. Et tu peux dire toujours la phrase magique, en anglais c'est I will come back to you, et c'est je reviens vers vous rapidement. Oui, c'est vrai que voilà, c'est le petit joker. Et aussi, j'ai quand même la chance d'être déjà dans une grande entreprise dans laquelle il y a beaucoup d'expertise et beaucoup de gens disponibles pour répondre à des questions, et en particulier dans une équipe avec des collègues proches qui sont bien meilleurs que moi, hein, évidemment. Et voilà, on s'entraide aussi. Ça aide beaucoup. Ça aide à se mettre en confiance de savoir qu'on n'est pas seul. Ouais. Et puis toi, ça fait longtemps que tu es dans l'entreprise. Tu as cette habitude d'être capable de demander des conseils ou même des informations, de l'aide par moment à certains collègues pour qu'ils te mettent à jour sur les sujets. Bah absolument. Et justement, bah, on revient un petit peu au syndrome de l'imposteur. Ça a pu m'arriver en début de carrière de perdre énormément de temps parce que j'avais un peu honte de s'il y avait des trucs, des points techniques que j'estimais être basiques, mais sur lesquels j'étais pas très solide. Ouais. Je voulais pas montrer que je savais pas. Et du coup, je posais pas forcément des questions là où j'aurais pu. J'osais pas trop demander de l'aide. Et du coup, derrière, je faisais oui, bien sûr, bah oui, absolument. Et derrière, je devais aller chercher. Voilà. Bon, maintenant, j'ai plus trop peur de passer pour un idiot parfois en posant des questions, hein, parce que c'est la peur qu'on peut avoir. Et en fait, les gens ça les dérange pas, ils répondent à la question et puis après, c'est oublié. Alors que si on enterre ça et qu'on se rajoute soi-même de la pression, après on étouffe. Ouais, moi j'ai ma question que j'aime beaucoup poser, qui est très simple, c'est juste en réunion, excusez-moi, j'ai pas compris, et de poser la question. Ouais. Le fait d'être aussi simple et... Mais surtout qu'en plus, ça, alors il y a eu des cas où effectivement bah, j'étais le seul à pas avoir compris. Ça arrive. Et bah écoute, tant mieux au moins, parce que vaut mieux ça et que maintenant tout le monde a compris, plutôt que être le seul à pas avoir compris, mais le garder pour soi, et du coup après, c'est un peu plus compliqué pour travailler. Mais il y a eu quand même pas mal de cas aussi, où en fait, la personne en face se rend compte, ah bah oui, en fait, maintenant que une fois que tu leur demandes d'expliquer, ils se rendent compte que, en expliquant, en devant t'expliquer, que finalement, ils n'avaient pas réfléchi à tous les aspects. Ouais, il y a peut-être un trou dans le... Voilà, qu'ils étaient un petit peu à côté de la plaque. Donc là où c'est pas toi qui comprenais pas, c'est juste que en fait le truc était pas complet. Ouais. Donc voilà. Puis des fois il y a des interrogations. Je vois il y a 2 semaines avant de partir en vacances, il y a un meeting et puis je pose cette question, j'ai pas très bien compris ça, et puis ah mais si c'est ça. Et une autre personne derrière dans la réunion qui fait en fait je suis pas sûr d'avoir compris non plus, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que c'est juste ça? Et là en fait il y avait 3-4 personnes qui avaient pas parce que c'était pas clair, il y avait une sorte d'entourloupe aussi et la personne essayait de le faire passer rapidement et tout le monde est en mode bah non, bah s'il a pas compris je peux le dire aussi. Et vraiment, explique parce que une fois qu'il y a 2 personnes, là, c'est tous ceux qui n'avaient pas compris ont commencé à poser des questions et la personne s'est dit on fera ça la prochaine fois, je vais vous envoyer des informations. Et en fait, tu aides le déroulement parce que. Ouais. De toute façon, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Dans le travail, de manière générale, il y a toujours des exceptions, hein, mais de manière générale, les gens ont envie que les choses se passent bien. Les gens sont de bonne volonté et vont pas
Ouais, ils vont pas chercher à te mettre en difficulté ou te juger. Juste, si tu as besoin de poser une question pour que le projet avance bien, bah, faut y aller, quoi. Ouais, il y a, j'imagine que c'est un peu la difficulté quand on est junior de savoir quelle question tu peux poser, quelle question tu peux ne pas poser, au sens où tu n'as pas envie de poser une question vraiment débile Mm. et tu n'es pas forcément apte à juger qu'est-ce qui est débile et qu'est-ce qui n'est pas. C'est vrai, mais justement, je pense que c'est en particulier. J'allais dire, mais au moment où je le dis, je le remets en question. Mais j'allais dire, je pense que c'est en particulier quand on est junior qu'on peut se permettre de poser toutes sortes de questions basiques. Parce que de toute façon, quand on est ingénieur, oui, on apprend plein de choses en école, mais enfin, dès que tu es dans le monde du travail, en fait, tu te rends compte que. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout ce que je sais de mon travail, je l'ai appris au travail. En fait, quand tu arrives, oui, tu as, des bases techniques quand même, tu as un minimum quand tu sors d'une école, mais en fait, tu connais rien. Ouais, après, tu vas plus vite sur l'apprentissage. Oui, c'est vrai. Bah, justement, et ça, je pense que c'est aussi, en tant qu'ingénieur, on est quand même pas mal formé, surtout quand on est passé par une prépa, on est pas mal formé à ingurgiter beaucoup d'informations très vite et à ensuite pouvoir fournir une performance par rapport à toutes ces informations très rapidement en fait. Donc c'est vrai en prépa, c'est vrai aussi en école où on a des tonnes de polycopiés et à chaque partiel, voilà, on est interrogé sur les nouveaux sujets. Bah, c'est une compétence qui est primordiale ensuite dans le travail et en particulier dans le conseil où justement on est amené aussi à voir des nouveaux clients et des nouveaux systèmes aussi parce que même si on est compétent sur une technologie, bah, l'implémentation chez chaque client elle est différente, elle reflète son organisation, ses problématiques et du coup voilà, c'est cette capacité à très rapidement s'adapter et à devenir justement légitime le plus vite possible sur un contexte spécifique, bah, en fait, on est complètement formé à ça et c'est primordial. Je suis d'accord. Il y avait 3 points sur le syndrome de l'imposteur que tu m'as dit en off. Le premier, c'était par rapport au fait de comment le mythe de quand tu es un expert, tu dois tout savoir. Ou en tout cas, quand tu parles d'un sujet, tu dois tout savoir. Qu'est-ce que tu en penses maintenant après, justement, après quelques années d'expérience où tu t'es confronté à la réalité de il est quasiment impossible de tout savoir. C'est ça. Comment on s'en sort? C'est quasiment impossible de tout savoir et aussi, il y a toujours quelqu'un qui en saura plus que toi, de toute façon. Comment on en sort Quand toi, tu t'en es sorti, qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu es sorti d'école et peut-être que tu pensais ça et maintenant? bah, j'ai vu beaucoup d'exemples de gens qui parlaient de sujets que clairement ils ne maîtrisaient pas. Déjà, ça déculpabilise. C'est bon, on en pense ce qu'on veut, mais donc ça les culpabilise et aussi de voir que ça peut être des gens qui, même s'ils connaissent pas tout sur un sujet, sont quand même hyper compétents, justement. Parce qu'on pourrait se dire, oui, un tel, il sait pas de quoi il parle, c'est un baratineur, mais s'il arrive à s'en tirer, j'arriverai à m'en tirer aussi. C'est pas que ça. C'est aussi justement des exemples de gens voilà, qui gardent leur confiance en eux et qui admettent aussi qu'ils savent pas tout. Et ouais, c'est vraiment l'exemple, je pense. Donc tu as vu des gens qui parlaient, qui étaient quand même compétents mais qui ne savaient pas tout, puis derrière tu te dis pourquoi pas moi? Ouais. Enfin, surtout ce qui m'a fasciné, c'est on en reparlera aussi un peu plus tard, hein, mais des managers qui arrivent sur un projet qui tourne depuis plusieurs années avec beaucoup, beaucoup de choses, des choses assez complexes à tous les niveaux. Et du coup, forcément, en arrivant, bah, ils ne connaissent pas, hein, comme tout le monde quand ils arrivent. Et authentiquement, poser des questions un petit peu comme ça à tout le monde. Et progressivement, sur la base de ce qu'ils savent, commencer déjà à, du coup, prendre des décisions et donner des directions. C'est quelque chose qui m'a impressionné beaucoup au début.
Et même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, les gens comme ça qui arrivent aussi vite à s'imprégner d'un contexte et à gagner une légitimité. Et en même temps, voilà, je voyais bien qu'ils ne savaient pas tout, mais que progressivement, ils se construisaient leur capital de connaissances sur le projet et qu'ils étaient pertinents dans ce qu'ils faisaient. Ils comprenaient aussi de qu'est-ce qu'ils avaient besoin de savoir. Ça, je pense que c'est là encore, on y viendra tout à l'heure, je pense. Non, on peut en parler maintenant. On peut même en parler maintenant, d'ailleurs, justement. C'est que je pense que ça, c'est quelque chose qui vient aussi avec les années, pour le coup. C'est se rendre compte que, surtout quand on est dans un poste de manager, on n'a pas besoin de tout savoir et de tout comprendre, mais il y a quand même un minimum de choses, et c'est de réussir à trouver cette lucidité de voilà, comprendre rapidement qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Justement, au début de ma carrière, j'avais l'impression qu'il fallait que je sache tout sur un sujet. Et que tant que je ne savais pas tout, j'étais pas légitime pour parler de quelque chose, j'étais pas légitime pour prendre des responsabilités et pour distribuer du travail, faire de la gestion de projet en fait. Mais le problème, c'est que il y a des projets où c'est possible. Quand tu prends les projets très simples, tout petits, que tu prends à la naissance, ça peut être possible. Parce que j'ai travaillé sur vraiment toutes sortes de projets, des projets très très gros, internationaux, étalés sur 10 ans. D'autres où c'était faire des proof of concept, où on partait de zéro et en un mois, même pas, le plus court qu'on a fait, je crois, c'était en une semaine. On avait un truc qui était prototypé, qui sortait, qui marchait. Là, oui, tu prends le truc de zéro, tu peux tout connaître. Mais sur des gros projets, tu peux pas tout connaître. Et c'est pas grave, en fait. Surtout, t'es pas seul. Et il faut avoir un peu ce discernement de comprendre, voir un petit peu. Ça, bon, c'est pris... tu le délègues complètement, c'est pris par quelqu'un, tu es en confiance. Tu sais un petit peu quand même les questions à poser pour vérifier. Et l'autre truc, ça mérite plus d'attention. Ça, il faut vraiment comprendre comment ça marche, parce que c'est au cœur de la problématique. Ça, si on n'a pas les détails, c'est pas grave. Ça, malheureusement ou heureusement, hein, c'est aussi, ça justifie aussi le fonctionnement de l'entreprise. C'est l'expérience qui, je pense, qui permet de gagner ce discernement-là. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. Le dernier projet que j'ai pris en charge, il y avait une partie technique. Je savais que je pouvais ne pas m'intéresser à cette partie back-end architecture parce qu'il y avait une personne qui gérait le projet justement de cette architecture qui était très bien. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, bon, ça, donne. Par contre, le reste, il y a ce problème-là, il est là-bas, il faut absolument résoudre ce truc-là. Ouais. Et dans la réunion, c'était, donc on va faire le point sur, il y a 10 points, 1, 2, 3, 4, on fait 5, 6, 7, 8, c'est pour toi. Et, mais je savais en faisant ça, avec la relation qu'on avait construite, on se parlait avant les meetings, qu'elle savait tout, donc il n'y a pas de souci. Donc tu peux te faire des blinds, enfin quand tu peux avoir confiance en quelqu'un, tu sais que tu peux aussi, pas scinder le syndrome de l'imposteur, mais ce que tu ne connais pas et que tu as de l'aide, tu peux t'en sortir et après tu te focalises sur ce qu'il faut vraiment comprendre pour que le projet avance. Ouais, puis voilà, il y a des réflexes globalement aussi que tu acquiers sur des projets où, même si chaque projet est différent, il y a toujours des choses qui sont là, tu vois. Et tu m'avais dit aussi un point qui pouvait être intéressant par rapport au syndrome de l'imposteur, c'était la capacité à regagner confiance en soi. Alors, je ne sais plus exactement dans quel contexte tu me l'avais dit, c'était peut-être par rapport aux autres personnes qui pouvaient justement en savoir plus ou... Est-ce que ça te dit quelque chose ou est-ce que pas du tout? Je me rappelle plus comment Très est-ce bien, que je t'avais amené quand ça. tu me l'as dit, ça sonnait super bien. Alors je me suis dit, Mais en fait, c'est hyper lié avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, parce que quand je disais, j'ai vu plein d'exemples de gens qui s'expriment sur des sujets en sachant pertinemment qu'ils en connaissent qu'une partie. C'est justement, c'est une question de confiance en soi aussi. un truc qui m'a permis de gagner un peu en confiance sur certains des projets et des sujets que je ne connaissais pas, c'était essayer de faire tout ce que tu peux pour faire de la recherche, comprendre ce qui se passe, etc. bien sûr, mais aussi d'arriver avec une métaphore ou une comparaison que personne d'autre n'a fait jusqu'à présent et qui fait extrêmement sens. C'est vrai que c'est pas mal ça.
Et pour donner un exemple tout simple, alors là je vais faire totalement au make-up, donc il n'y aura pas de conclusion, mais juste je vais dire le début de la comparaison et pour montrer à quel point c'est puissant. C'est comme si je te dis que le syndrome de l'imposteur, c'est comme bien faire une recette de gâteau au chocolat. Là, tu as envie de savoir la suite. J'en ai pas, mais... Je vois vraiment pas le rapport. Mais... Voilà, tu vois pas le rapport, tu sais pas... Tu dis, ok, attends, de quoi il parle? Je connais les recettes de gâteau au chocolat, je connais le... Ok, et là, tu as de l'attention. Et donc, tu commences à faire, quand on te demande comment un projet se passe, le dernier projet que j'ai géré, on m'a demandé comment ça s'est passé, quelles étaient... Ah oui, je devais faire un handover, on m'a dit, mais c'était quoi les conditions de succès au début quand on te l'a passé? Parce que là, en gros, la personne essayait de dire en gros que c'était pas un succès, tu vois. Et là, oh là là, voilà, on va se calmer tout de suite. Moi, on m'a passé une complexité pas possible, à dire un gros mot, mais voilà, tu vois, un truc vraiment bordélique. Et donc, je dis, tu vois, quand j'ai eu le projet, c'est un peu comme... on m'a passé des balles pour jongler, et j'en avais 10, j'en avais 9 qui étaient en feu. Et là, mon but, quand j'ai pris ça en main, c'était déjà d'en faire tomber aucune, et ensuite d'en éteindre le plus possible. Donc là, elles sont toutes éteintes, il y en a encore 4 qui sont en l'air, c'est les 4 éléments que je t'ai donnés qui restent à faire, et par contre, tout est trié, tout est organisé, et tu sais... Et là, on peut avancer sur la suite, tu vois. Mais le fait de faire une comparaison avec un jongleur et des boules en feu, il y avait d'autres personnes dans le meeting, ça fait un peu sourire tout le monde, mais tout le monde comprend, ok, c'est pas un angle sur lequel tu vas venir, et c'est un truc un peu différent. On comprend que tu connais le sujet, on va pas aller dans le détail. Je te dis pas, telle boule c'était ça, telle boule était en mal. Mais ça, je trouve que c'est assez puissant pour gagner une sorte de, pas d'expertise justement, mais gagner la confiance des autres et aussi gagner la confiance de soi Ouais, ça c'est une technique de communication classique. Ça, utiliser des métaphores, je le fais pas énormément. Ça peut m'arriver de le faire si je veux essayer soit de faire comprendre un problème technique à quelqu'un qui n'est pas technique, ou alors pour vérifier que j'ai compris un problème parce que là on retourne sur des problématiques de gestion de projet, où je me retrouve avec des gens qui travaillent sur des technologies où parfois mes connaissances sont quand même limitées. Et du coup, quand ils m'expliquent une problématique technique qu'il faut que je comprenne, parce que derrière, ça va avoir une influence sur le planning, et il va falloir l'expliquer à un client, voilà pourquoi est-ce qu'on doit prendre un mois de plus, ou voilà pourquoi ça n'a pas marché. Du coup, effectivement, utiliser une métaphore pour illustrer un problème technique, pour déjà vérifier qu'on a bien compris. Genre, il m'explique le truc et je dis, ah oui, donc c'est comme si, en fait, la base de données, c'était la voiture, et je raconte n'importe quoi, hein, et que du coup, il manque les pneus, et donc ça ne peut pas avancer, ou je sais pas, voilà. Ouais. Et oui, c'est assez fort aussi pour... Si là, il te dit, non, c'est juste qu'il manque le volant, pas les pneus, et là, tu fais, ah ouais, d'accord. C'est quoi le volant exactement? Et justement, ça te permet d'avancer, ouais. Non, mais surtout qu'en disant ça, ça te permet de vraiment comprendre, et aussi de poser des questions d'une manière un peu plus... tu vois, je ne vais pas forcément toujours réussir à poser les questions d'une manière précise, avec les bons termes. Parce que tu n'es pas technique, justement, tu n'as pas forcément la technique de la personne. Voilà. Parce que même si j'ai un vernis technique, je ne maîtrise pas tout. Il y a quand même des sujets, surtout en intelligence artificielle, des trucs qui sont vraiment de pointe. Bon, utiliser un peu ces métaphores-là, ça marche bien. Et puis, de toute façon, utiliser un langage imagé dans la communication, ça rajoute de la proximité, ça marche toujours. Oui. J'aime beaucoup utiliser des expressions très imagées. J'ai pas d'exemple là, tu vois, mais ça marche bien encore. Ouais. Et ça revient au dernier point qui était de comment parler d'un sujet quand tu n'es pas la personne qui connaît le plus, quoi, ou qui connaît tout. Tu rajoutes des images et puis c'est tout de suite plus parlant et ça aide tout le monde à même des fois dédramatiser des sujets techniques complexes ou des grosses problématiques. Ouais. Puis je pense aussi que c'est là aussi d'ailleurs qu'en tant qu'ingénieur, quand on va faire de la gestion de projet, par rapport à... Parce que la gestion de projet en soi, c'est un métier à part entière qui s'apprend, voilà, et qui n'est pas forcément lié à être ingénieur. On peut faire de la gestion de projet sur plein de sujets. Absolument. Mais là où, en tant qu'ingénieur, on va apporter de la valeur, c'est que on va au moins être capable de, même si on ne comprend pas forcément toute la technique de tout ce qu'on gère,
de au moins réussir à transmettre l'information, à être un peu la passerelle. Moi, c'est une grosse partie de ma carrière, en fait. Ça a été ça. C'était de faire l'interface entre des gens plus orientés métier, qui connaissent leurs problématiques, leurs besoins, éventuellement qui ont une idée de la solution qu'ils veulent, mais sans plus. Et de l'autre côté, des développeurs qui, eux, vont pas forcément comprendre dans les détails l'aspect métier, ou vont pas avoir la vision d'ensemble, mais par contre connaîtront très bien leur sujet sur le plan technique. Et d'être capable de faire le pont entre les deux, donc pas forcément, enfin être un expert dans aucun des deux, voilà, ni sur le métier, ni sur la technique, mais réussir à créer ces ponts pour que le projet se passe bien en fait. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à un ingénieur en début de carrière qui justement se dit, enfin, tu sais, a le syndrome de l'imposteur et est fébrile et a beaucoup de doutes, beaucoup manque de confiance? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour avancer justement par rapport à ce sujet-là? Bah, déjà, de se dire que t'es pas le seul, en fait. Que tout le monde, là, un petit peu, à un niveau ou à un autre, il y en a qui apprennent à le cacher ou à vivre avec. Justement, je crois que c'est même un petit peu le sujet de fond de cet épisode. Et oui, voilà, on n'est pas le seul. Et si tu poses une question, les gens vont pas t'étiqueter comme un abruti parce qu'il y a un truc que tu sais pas. Surtout en début de carrière où tu débutes, donc c'est normal que tu connaisses pas tout. Non, je suis d'accord sur le fait que, enfin sur les deux, et notamment sur le premier élément que tout le monde l'a. Tu me disais même en off avant, là tu vois, je vais venir, je t'ai invité à venir sur le podcast, et tu disais... Est-ce que je suis vraiment légitime à venir parler en fait? Et là tu vois, ça fait 40-45 minutes qu'on parle, et donc il y a quand même un peu de légitimité à... Bon, en tout cas, il y a du contenu, j'ai des choses à dire. C'est ça. Mais tout le monde l'a, quoi, même après 10 ans de carrière, sur des petits éléments, sur des choses sur lesquelles on n'est pas confortable. Bah bien sûr, et je pense en particulier justement chez les ingénieurs, c'est très répandu. Hein, je pense qu'on est même ceux qui sont le plus pro-NASA, le plus prédisposés à avoir ça, parce qu'on aime le travail bien fait, on veut vraiment de la qualité, et on se dit ah non mais c'est pas au niveau de ce que j'aimerais avoir. Mais en fait si on a la qualité de ce qu'on peut délivrer est déjà 10 fois supérieure à tous les autres, ou même à beaucoup d'autres gens, pas forcément tous, bah c'est déjà beaucoup, on apporte quelque chose quoi qu'il arrive. Ouais, mais je pense oui, on valorise beaucoup la technique, tu vois. Même parfois j'ai tendance à me dire oui, je fais de la gestion de projet alors qu'il y a des vrais ingénieurs qui vont faire de la R&D, qui vont voilà. Bon, il n'y a pas de vrai ou de faux ingénieur, hein, c'est des métiers différents, mais ingénieur c'est pas un métier déjà, c'est un ensemble de métiers. Pourquoi en tant qu'ingénieur on est particulièrement sujet à ce syndrome-là? C'est que bah, déjà on valorise beaucoup la technique et on se dévalorise si on n'est pas le plus fort techniquement ou quelqu'un qui a vraiment un métier qui fait vraiment de la technique. Et aussi parce que voilà, l'éducation, la formation d'ingénieur, en tout cas au début, déjà la prépa par exemple, ça te forme à quelque chose d'assez scolaire où chaque problème, il est écrit pour avoir sa solution et il y a une façon de le faire et voilà quoi. Dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Et puis même s'il y a des solutions qui sont meilleures que d'autres et hypothétiquement une meilleure solution, mais en fait, tu vas devoir contrebalancer avec les contraintes de budget, les contraintes de planning, les contraintes de personnes, les contraintes politiques dans l'entreprise qui vont faire que bon bah tu vas pas forcément faire la solution optimale. Et bon, bah, faut l'accepter, faut se rappeler de pourquoi on fait les choses, mais c'est la vie dans le travail, c'est comme ça. Écoute, merci Benoît. Avec plaisir.